Bravo et bienvenue sur OM5 TV. Je suis ravie de vous retrouver. De retour à Mahé aux Seychelles. Je me trouve au marché Victoria, un marché aux couleurs tropicales. Ména, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on trouve justement et qu'est-ce qu'on peut retrouver de tous ces fruits locaux? Bananes, il y a les corsoles, queue de bœuf, oranges, des citrons. Alors vos citrons sont énormes, est-ce que vous pouvez me montrer un citron? Il fait 2 fois ou 3 fois la grosseur des citrons en métropole, sur nos marchés à Paris. Voilà, regardez-moi la grosseur de ce citron. Très bien. Alors là, il est encore vert. Oui, oui, c'est encore vert, mais c'est beau. C'est bon pour le rhum. Utilisé comme ça. D'accord. Alors ils nous viennent d'où ces gros citrons? Ça, c'est main anglaise. La bâtie main anglaise. Très bien, parfait. Et on trouve aussi un corosol. Corosol, oui, les bananes. Et ce fruit qui est à côté, vous pouvez me prendre un fruit? Du cœur de bœuf. Alors prenez-moi le cœur de bœuf, expliquez-nous comment il est cultivé, à quelle période il faut le récolter. Mais Alors, on le trouve où aux Seychelles? Dites-moi. c'est moi. Chez vous, regardez. Oui, oui. la caméra. Chez vous? C'est moi, il y a le corosol, du cœur de bœuf, des mangues, des jacques. Oui. Alors, Toutes sortes de fruits. quel est le goût de ce fruit? Chaque fruit a son goût. Le cœur de bœuf a son goût, le corosol a son goût, le banane a son goût, le citron, les oranges, les bigarades, les mangues, papaye. Donc vous avez un jardin et c'est vous qui cultivez la terre. Ah, c'est moi. D'accord. Alors c'est un fruit qui est impressionnant, on peut le remontrer à l'image, qu'on puisse encore le regarder, montrez-le à l'écran, ce fruit qui s'appelle déjà Cœur de bœuf. cœur de bœuf, excellent. Voilà. Et son goût il est sucré ou acide? Sucré. Sucré. Oui, oui. Alors on fait un punch, on fait du jus avec? Non, on mange comme ça. Là, vous pouvez découvrir une autre partie du marché aux couleurs tropicales. Ce sont des plantes d'appartement, des plantes de jardin, une variété de couleurs, avec aussi des fleurs qui nous rappellent, bien sûr aussi, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, toutes ces îles confondues dans le marché tropical. Je me trouve sur le stand de Kevin, c'est de l'artisanat, des souvenirs. Et sur le stand, vous pouvez découvrir et acheter en souvenir de l'huile de coco médicinale. Vous avez aussi des épices pour la gastronomie et le culinaire, de la confiture avec des fruits locaux, directement des Seychelles. Nous avons aussi du savon à base d'huile d'essentiel et surtout l'élément phare, c'est le coco fesse que vous pouvez retrouver soit en en porte-clés. Vous avez des porte-clés. Vous avez aussi pour mettre en souvenir dans votre bibliothèque ou pour offrir aussi, donc ça c'est important, et des tortues en nacre, voilà les 2 symboles des Seychelles. Alors sur le stand de Kevin, en haut vous avez des mortiers pour faire les épices, pour piler toutes les épices que vous allez agrémenter dans vos différents plats. Le coco fesse qu'on achète en souvenir pour offrir ou pour mettre en objet de décoration chez vous. Des assiettes aux couleurs des Seychelles, des poupées et bien sûr la tortue, elle est faite en écaille. La tortue de mai, c'est important de préciser que c'est l'artisanat de mai et on trouve aussi des pirogues. Alors tout ceci c'est de la décoration, c'est de l'art, c'est de l'artisanat. Des porte-clés aussi. On se promène aussi avec son coco-fesse en porte-clés, nos tortues en porte-clés et aussi on a des aimants qu'on peut mettre sur l'ordinateur et sur le frigidaire. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait aussi du savon en coco-fesse, en huiles essentielles pour les bienfaits du corps. Et il y a la musique aussi, dites-moi, faites bouger. Ah voilà, waouh, merci Kevin. Alors là j'ai quitté Kevin et je suis avec Lita Magri. Bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites? Donc c'est de l'artisanat. J'ai fait de l'artisanat. Ça, ce sont les savons de noix de coco, l'huile de coco. On fait les savons de noix de coco. Après, on mettait les coquillages. Vous voyez, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on trouve comme souvenir pour tous les touristes? Nous avons les savons comme ça. Ça, ce sont les feuilles de banane. On fait les papiers avec. Après, on fait les noix de coco. On fait la forme des tortilles, la forme des coco-fesses, la forme de tortille. Après, on mettait les savons comme ça.
C'est très joli pour offrir. Oui, offrir et c'est C'est aussi un objet de décoration. et une prix d'affordable, 50 roupies, 25 roupies, vous gagnez un petit quelque chose sur le marché. Alors vous avez des huiles aussi, à part l'huile de coco, il y a d'autres huiles? Nous avons l'huile de citronnelle, l'huile de la vanille, l'huile de zéro, tout ça là nous avons ici, sur les îles. Je vais vous demander de venir avec moi parce que vous avez aussi une diversité de feuilles. Des feuilles, c'est pour la cuisine ou c'est pour... D'accord. Ce sont les cannelles, on fait les cannelles, ça c'est bon pour mettre dans les caricoco. On mettait avec la caricoco. Après, si vous voulez effiser pour boire, c'est bon ça, pour les tirer les divans. Le petit? Les divans dans les ventes. Ah oui. Il y a aussi d'autres épices que vous proposez? Oui, il y a tout là-dedans. Il y a les safrans, les caries, les paprikas, il y a tous les feuilles de cannelle, les thés de citronnelle. Oui. Et aussi quelques bijoux. Moi, j'avais les perles d'eau douce. Ça, ce sont les perles de rivière. Mais si vous visitez après Alain, vous voyez les produits, les perles de rivière. Montrez-nous vos coffrets qu'on peut offrir à des moments d'occasion, soit les fêtes des mères, Il y a des amis. Oui, comme ça, il y a l'huile de coco, le petit savon. Ça, ce sont les bougies de principanier. Ça, ce sont les savons de noix de coco. Ça, c'est une serviette. On mettait une poisson avec séchelle. On mettait une tortille sur la serviette. Ah, c'est un joli coffret pour offrir. Bonjour à vous et bienvenue sur OM5 TV. Après quelques jours à la digue, aux Seychelles, une traversée de 15 minutes en bateau, nous sommes ici à l'île Pralin. Je me trouve à l'île de Palme, anciennement une plantation coloniale. Notre guide nous en dira un peu plus, alors préparez-vous pour la visite. Bonjour à vous, Michael. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à l'île des Palmes. Merci beaucoup de nous accueillir, l'équipe de OM5 TV. Vous savez qu'on est vu à Paris, sur les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Cayenne, enfin toute l'outre-mer. Okay. Et bientôt sur les Seychelles, Bien avec sûr. vous, notre Alors, guide. Bienvenue d'abord à l'île des Palmes. C'est une ancienne domaine, une des premières en fait plantations de l'île de Pralin à la base. Et finalement, on a fait une structure hôtelière ici. Un peu à l'ancienne quand même, vous allez voir les structures tout en bois, architecture quand même créole, française, adaptée pour les îles. Et on va voir toutes les anciennes bâtisses qui étaient utilisées dans la production de l'huile de coco, des cannelles, des patchoulis, et même un truc spécial, un de nos vieux fours. Mais ça, c'est une autre histoire, on va le voir tout à l'heure. Alors, on commence par où? Par le four? On commence par le four, voilà. On va balader un peu dans le bois maintenant. Bon. Suivez-moi. On y va. Donc là, on sort. Hein. Attention par là. Ah oui, très très bien. Alors on a grimpé pendant 2 minutes. Michael, on est dans une forêt, c'est une forêt tropicale, cette forêt là. Où est ce lieu? Comment vous appelez ce lieu? En fait, c'est une forêt secondaire, disons-le comme ça. C'est un mélange un peu de tout. Vous voyez, ça c'est la cannelle qui est juste à côté. On a les palmiers naturels. Ça c'est, on appelle la tagne-feuille. Traditionnellement aux Seychelles, utilisée pour faire des toitures. On va voir les belles toitures en fait tout à l'heure. C'est la feuille qui est là qu'on coupe, on va sécher et puis on s'est cousu sur la toiture, vous voyez. Or, par contre, ici, là, nous avons le fameux four, en fait. Alors, l'histoire est pas trop sûre, mais il y a deux scénarios, en fait, au-dessus. Vous voyez, il y a une qui dit que probablement, cette four qui est là est faite avant l'arrivée de l'homme sur les Seychelles. Alors, il faut comprendre, messieurs, dames, que les Seychelles a été habitées en 1770. C'est-à-dire là, en le 3e quart du XVIIIe siècle. Mais nous, on pense que le four qui est là, par contre, était construit avant ça. Mais avant ça, il y a quoi aux Seychelles? Ben, il y a toujours cette histoire des pirates. On sait que la Buse utiliser les Seychelles pour et là il y a toutes les histoires qui concernent la Buse aux Seychelles avec plein de sites qui réclament le fameux trésor, le fameux cap de Vierge qui a été volé à l'île de la Réunion, c'était transporté aux Seychelles avec les fameux butins qui vaut environ 1 milliard d'euros maintenant quand même. Et ça il y a des gens qui cherchent encore cette butin à la limite. Et ici on pense que ça c'est un endroit, en fait le domaine ici a été toujours associé avec les pirates et on pense probablement
probablement, c'était un lieu probablement qu'ils habitaient. On va voir tout à l'heure la baie en bas, qui était une baie naturelle où on peut facilement mettre des bateaux à l'intérieur, à l'abri de la vue des autres qui passent. Et ici on habitait là, étant français, on voulait du pain. Et on a le fameux four qui est là. On voit que c'est bien travaillé avec le fer, tout. Vous voyez, là c'est un gros bloc de granit plat. Et ça, c'est du lait chaud, hein? C'est du coraux qu'on va couper dans la baie, on va faire chauffer. Il y a un four spécial pour ça, en fait, qui va et le coraux va s'effriter, ça devient comme la poudre, et puis mélangé à l'eau et là de la terre rouge, ça fait cette sorte de ciment naturel comme ça qu'on a construit le fameux four avec, en fait. Hein? Le trou à l'arrière ici, là, il y a la cheminée qui est ici, ça laisse passer. Et vous voyez, c'est à l'abri d'un... Regarde le roche. J'allais vous dire, effectivement. Vous voyez, c'est pas le hasard, ça a été bien choisi avec une roche qui fait un peu l'abri, qui fait que c'est à l'abri des tempéries, de la pluie et tout ce qui peut arriver. Vous voyez, et on peut pas le dater exactement, mais on sait que la Buse est mort en 1730, pendu à La Réunion. Et il est sorti dans le Caraïbe pour arriver à l'océan Indien environ 1719. Alors, on peut mettre un fait 2, c'est en 1719, 1730, quelque part, si c'est la Buse même, vous voyez. Or, ça peut être probablement aussi dans le temps après 70, c'est-à-dire le temps que les premiers colons sont déjà arrivés ici. Mais nous avons un problème avec l'île de Praslin, malheureusement, c'est que nous n'avons pas une date exacte quand les premiers habitants sont arrivés sur Praslin. On sait Maé, 1770, c'était Sainte-Anne, après on s'est Maé. Mais par contre, Praslin, dans toutes les recherches que personnellement j'ai fait, on ne sait pas exactement quand les premiers habitants sont venus sur Praslin. On dit le fin du XVIIIe siècle. Mais de 1770 jusqu'en 1800, il y a 30 ans, quoi. Mais moi, je pense qu'il y aura des gens, parce que Praslin, c'est quand même l'île des cocos de mer. Ah, Michael, avant de quitter la forêt, il y a toute espèce d'épices, des arbres et surtout des granits que vous appelez ces grosses pierres, ces roches, des granits. Expliquez-nous rapidement toute cette diversité. Mais en fait, on a un peu de tout là. Vous voyez, il y a un peu de palmiers. Il y a un peu de palmiers, il y a un peu des arbres introduits aussi. Par exemple, ici, là, il y a la cannelle. Mais le granit, c'est les Seychelles. La singularité de ces îles, c'est cet aspect granitique. Il y a des îles au monde, ils sont soit volcaniques, soit coralliennes. Mais nous sommes là, la seule île granitique du monde. Ça, c'est une géologie très particulière. En fait, les Seychelles, à la limite, c'est un morceau de continent. C'est-à-dire que, géologiquement, nous, on était une grande plaine entre l'Inde et Madagascar. Et cette masse de terre a quitté l'Afrique, en fait, il est parti vers le nord-est, en fait, vous voyez. Et en allant, on a cassé en 3 morceaux. D'abord, nous et l'Inde, on a quitté Madagascar où il est. On est parcouru avec l'Inde, et puis l'Inde nous a quittés. Et l'Inde est frappée avec l'Asie. Et le choc a soulevé la chaîne himalayenne. Or, nous, on est planqué à l'équateur, vous voyez, un petit peu sur l'équateur. C'est un grand plateau. Et la partie immergée, c'est ce qu'on appelle Maé Praslin, la digue. Et c'est évidemment ces cailloux, ces gros blocs de granit que vous voyez. D'habitude, le granit, on voit sur les continents, pas sur les îles. Mais nous sommes les seules îles au monde qui a du granit, en fait, qui est magnifique. La singularité de ces îles, la côte qui est magnifique, c'est à l'aide de ces granites, en fait, qui contribuent à beaucoup de choses. D'abord aussi, les plages. Vous allez voir que tout ça, le Cassu, tout ça, c'est environ 65 millions d'années. Alors ça nous fait une des plus vieilles îles du monde. Donc là, on retourne sur la route. Et on va descendre. Maintenant, on va voir la maison du Patchouli. Oui. Ah, ah. Alors je suis avec Michael, notre guide. Nous sommes ici à la distillerie. L'époque, la date de cette distillerie. C'est la distillerie de la cannelle, en fait. On pense début 1945, comme ça, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, où les Seychelles, c'est une des produits phares à ce temps-là, en fait, l'huile de la cannelle. Et ça, c'est la distillerie. En fait, comment ça se passe? C'est que vous voyez le grand tambour en face, ok? On met les feuilles en haut dedans, et on fait une distillation, en anglais, c'est fractional distillation. On fracture en fait en différents stages. Ici actuellement il y avait 4 stages et le dernier bidon que vous voyez le plus petit ici, c'était le dernier stage. C'est dedans qu'on récupère de l'huile en fait, vous voyez. Et on met le feu ici en bas dans cette trou que vous voyez là. On va voir le. Voyez, alors, on mettait le feu ici, oui. Et les feuilles en haut. Oui.
et puis ça chauffe et la vapeur, il passe dans ces tambours comme vous voyez là, et finalement, au fin de compte, on a un liquide qui sort, qui était de l'huile. Alors, de cette huile de cannelle, quelle pratique, c'est peut-être médicinale pour la cuisine? Qu'est-ce que vous avez avec cette huile? En fait, localement, c'était pour exportation. Hein. On utilise, c'est uniquement pour faire l'argent, ça. C'était pour l'exportation. Beaucoup de fois, c'était en Inde, au Pakistan, même en Angleterre, hein, parce qu'on était colonie britannique à cette époque-là. Même en Angleterre, on exportait ces huiles, en fait. Et ça, c'était une façon aussi à rentabiliser les domaines, finalement. Parce qu'après 1945, c'était la guerre aussi. Après la guerre, c'était quand ça a affecté l'économie séchelloise. Tout le monde entier était quand même un peu dans un problème économique. Alors c'était des façons assez innovatives à ces temps-là pour faire ces nouveaux produits, pour exporter, pour avoir l'argent, pour avoir des devises, pour les colonies, hein, encore. Michael, entre le four dont vous venez de donner la description et la distillerie de l'huile de cannelle, alors est-ce que c'est des sites reconnus par l'UNESCO, ou ça reste vraiment des sites légendaires ou patrimoine? C'est patrimoine local, hein. C'est patrimoine local, mais pas encore l'UNESCO. Pour l'UNESCO, ça demande quand même pas mal de travaux. Mais nous avons sur un patrimoine mondial, c'est la vallée de Mer en fait. Oui. Mais ça, pour le moment, c'est un patrimoine local avec le Seychelles National Heritage Foundation qui a reconnu cette site comme il y a des potentiels qu'on peut faire quand même. Il faut montrer aux gens tout ça. Même les locaux, nos jeunes qui sont ici, ils savent même pas tout ça. Alors, il y a tout un travail à faire avec les jeunes et en même temps aussi une activité touristique qui peut gérer un peu l'argent, parce que malheureusement, on a besoin de l'argent pour tout ça. Et en fait, le propriétaire, ils veulent réparer ça. Il m'a dit hier qu'ils veulent retaper tout ça, remettre tous les bidons, essayer même de le faire marcher. Ça va lui coûter environ 20 000 €, mais il m'a dit que dans quelques années, il va les faire à son propre compte quand même. Mais au niveau des cuivres, tout ça, ça va changer, ça sera plus authentique, parce que s'ils le modernisent, voilà. En fait, c'est ça l'idée. Ils veulent pas les faire marcher, mais remettez les cuves comme auparavant, mais pas faire tourner quand même. Sauf que là, c'est une ruine, mais les faire un peu comme auparavant. Oui, mais pas les faire fonctionner quand même. Ça reste, j'aime bien les ruines, ça reste des vestiges aussi locaux, comme vous dites. Une autre façon de voir les choses aussi, bien sûr. On y va, Michael. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On va à la maison des Patchouli, qui est juste à côté, et puis on va faire le dernier, les cocos. Très bien. Allez, on y va. Attention. Michael, il y a écrit sur cette plaque le Copra House. Alors, Copra House. La maison de Copra. Alors, il y a une date aussi, 1940. 1940. En fait, c'est ce qui est intéressant avec la date, c'est que il y avait avant cette propriétaire, le propriétaire avant ça, il a acheté le domaine ici en 1939. Et lui, il voulait aller dans le coco en fait. L'idée c'est que il y avait un problème de main d'œuvre. Ouais, c'était la guerre mondiale et tout ça. Les jeunes ils veulent faire la guerre. C'était un peu l'aventure. Quitter une petite île et on va faire la guerre. C'était toujours. Il y a le côté romantique de ça. Et le manque de main d'œuvre qu'il a prévoir. Alors parce que les autres, par exemple les patchouli, la cannelle, c'est intensif sur la main d'œuvre. Mais tant qu'il a prévoir que on n'aura pas beaucoup de main d'œuvre, le coco c'est l'idéal. Le coco on plante un cocotier, ça part pour 60 ans. Vous voyez, alors il n'y a pas cette besoin de main-d'œuvre. Alors l'industrie des cocos, il n'est pas aussi intense sur l'homme. Et ça c'est le début de toute la plantation qui devient un cocotier à la limite, qu'on voit encore les cocotiers un peu partout qui restent. Et là, c'est intéressant cette bâtisse qui est là, c'est un calorifère. Qui veut dire un calorifère? Ok. Un calorifère, c'est où on fait sécher les noix de coco. En fait, la coco tombe, ok? Il tombe au sol, les gens vont le ramasser, et on va après éplucher la coco. On retire la carapace vert à l'extérieur ou marron, hein? Puis vous avez la coco à l'intérieur, et cette coco, on les tape avec le dos d'un couteau et ça casse en deux. Et tu as deux coupes en fait. Et on jette de l'eau. Et ces deux coupes, on a la chair dedans. Et cette chair, il contient de l'huile et de l'eau. Alors, l'idée pour avoir de l'huile, il faut d'abord évaporer de l'eau. Et il y a deux façons à les faire. En fait, c'est ça cette calorifère qui est là, il est très avancé. C'était la dernière crue de son époque. Je vous explique pourquoi. Il y a deux façons. Il y a les façons, on fait sécher au soleil. Comme là, on met au sol comme ça, ou on l'étale sur une structure, et on les tourne la chair blanche au soleil, et après 2-3 jours au soleil, ça commence à sécher. Par contre, on a vu que le séchage, il est capricieux, parce qu'il faut faire gaffe à la pluie qui arrive, et il faut aussi faire attention aux
aux champignons, vous voyez, tous ces trucs dans l'air qui peuvent pousser au-dessus. Alors, c'était pas idéal. Alors, on a inventé des calorifères. Les calorifères, en fait, c'est un bâtisse comme ça. Ici, là, si vous regardez bien sur le mur, il y a cette structure ronde comme ça. Ben ça, et là, c'est bloqué avec des pierres. Mais ça, auparavant, c'était vide, ça. Il y avait un gros tuyau en fer qui fait tout du long jusqu'à l'intérieur, l'autre côté. Vous voyez? Et dedans, on va mettre, en fait, la broue de coco, la carapace, la coque de coco et du bois dedans. Et on va allumer. Et en fait, quand on a le feu à l'intérieur, ça va chauffer cette gros tuyau en fer. Et à l'intérieur, t'as la chaleur, c'est comme un gros radiateur, quoi. Ouais, et là, t'as la chaleur qui va faire que l'intérieur de cette bâtisse qui est là, il devient très chaud. Et sur les étagères à l'intérieur, on va placer ces coupes de coco, en fait. Et après environ 1 ou 2 jours de chauffage, l'eau dans la chair blanche va s'évaporer. Vous allez voir que l'intérieur du coco va se décoller toute seule de la coque. Et ça, messieurs, dames, c'est du copra. Le tuyau, ça continue par ici. Et la partie ici, là, c'est là où on avait la cheminée, en fait. Et ça évacue la fumée en haut, vous voyez. Et dedans, on fait sécher, en fait, le coco. Mais qu'est-ce qui était très intéressant avec cette calorifère? Vous allez voir maintenant, on a mis un étage en haut. Mais à l'origine, en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la toiture juste au 7 niveaux. Mais cette toiture, c'est ce qui était intéressant avec, elle était sur une sorte de rail. Vous voyez? Et en fait, devant, par ici, il y avait deux piliers avec le rail qui extend à l'extérieur. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On pouvait pousser la toiture et la toiture, ça sort sur le bâtisse. Vous voyez? Et c'est-à-dire, quand on a une panne avec les bouts de coco, tout ça, et qu'il y avait le soleil, on peut faire bouger la toiture, et on avait toujours le soleil qui était là. Alors, pour son âge, c'était en fait un calorifère qui utilisait les 2 méthodes. Le soleil, on peut utiliser le soleil quand il y a le soleil, mais quand il n'y a pas de soleil, il y a la pluie, on peut toujours utiliser le système avec le feu. Alors, c'est très très rare, je pense que c'est la seule calorifère qui avait ce système où on peut avoir cette toiture déroulée, quoi, mouvante, et en même temps, c'est-à-dire utiliser le soleil, et en même temps utiliser la chaleur. Parce que là, auparavant, c'était soit le soleil, soit l'intérieur. Et là, on a les deux. Alors, c'était la nouvelle technologie des calorifères en 1945, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Après qu'on a fait le copra, ben, on a les cocos desséchés, ben, pour extraire de l'huile de cette coco desséché dans le copra, ben, il faut utiliser des moulins, en fait. Et alors, la structure que vous voyez là, c'est en fait un gros tronc de takamaka. C'est un gros tronc de takamaka qu'on a creusé. C'était en fait comme une sorte de grosse, comment on appelle ça, un mortier, quoi, vous voyez. Et on mettait le coco dedans. Et là, il y avait un bâton qui vient comme ça, et ça monte en haut. Et vous voyez tout autour, là, il y avait le passage du taureau, quoi. Et on a mis des pierres là-bas, et le taureau va tourner en rond tout autour. Il fait le bâton qui est dedans va écraser les copras avec le bord ici, et quelque part en dessous, tu as de l'huile qui va couler, et on va récupérer cette huile. C'était cette façon qu'on extrait de l'huile, en fait, dans le copra. Et tout ce qui reste à l'arrière, on va les mettre dans le bassin qui est là, à l'arrière de vous, en fait. Ça, c'est une matière qui est très, très intéressante. C'est très fibreux, que pour la consommation humaine, il n'est pas bon. Ça donne la diarrhée carrément. Mais c'était très, très riche pour donner aux canards, aux cochons. Alors, vous voyez, dans le coco, il y a rien qui perd. Il donne son propre énergie. Et même la partie finition, ça donne les bêtes à manger. Vous voyez, c'est magnifique, ce produit, finalement. Ouais. Alors, Michael, pendant que vous étiez en train de parler, faire l'explicatif du moulin, j'ai pu constater qu'il restait encore des structures. Voilà, ce bois-là, c'est l'authenticité de ce bois? Ouais, c'est ça. C'est un takamaka, en fait. Oui. C'est un gros tronc de takamaka qu'on a coupé une énorme tranche, on a creusé, et on voit la nature, tout est naturel. Et c'est ça ce qui est la beauté. Les anciens, c'était la tête aussi. Hein. Quand on ne peut pas importer, ben on utilise la tête, on fabrique un truc localement. C'est magnifique, quoi. Ouais, ouais. Là, cette fois-ci, vous m'emmenez au lieu Patchouli maintenant. Voilà. Patchouli cette fois-ci. Alors, Michael, nous sommes à la maison Patchouli. Date de cette maison? Ouais, ça c'est 1830 en fait. Hein. C'est prouvé? Oui, c'est prouvé. On sait exactement celui-là. Et je suis sûr que c'est une des plus vieilles bâtisses qui est encore debout avec son mur originel en fait.
Vous voyez, ça c'est l'ancienne, ça. Vous voyez, même si on voit tout à l'heure avec la maison de Copra, on voit que le mur était plus sophistiqué. Oh là, c'est un peu plus authentique, c'est plus à l'ancienne. Et la toiture? La toiture, c'est nouveau quand même. On a refait la toiture, mais le mur, mais la structure, c'est quand même du 830. Et ça, cette maison, là, c'était la plantation. On voit les tortues, tout ça. C'était du patchouli partout. Et c'est la maison où on stockait les patchoulis. Le problème, il fallait le stocker parce que à ces temps-là, les bateaux, ça passe une fois tous les 3-4 mois, vous voyez. Il y avait toujours cette problématique de stockage. On récolte les denrées, ben, il faut stocker, attendre que les bateaux passent. Et il faut comprendre aussi, environ 1830, on avait l'abolition de l'esclavage du 1835 après. Vous voyez. Or, à ces temps-là, beaucoup de fois, les travailleurs des propriétés des plantations n'étaient pas payés. Ils travaillaient ce qu'on a dit au pourcentage beaucoup de fois. Alors, c'était un peu difficile, vous voyez, parce que parfois on n'a pas de l'argent direct et c'est là qu'on prend des crédits et on devient endetté et on arrive à travailler la vie entière et ne sort pas dans les dettes, vous voyez, malheureusement. Mais c'était le système à ces temps-là et c'est ce qui est intéressant avec cette bâtisse qui là, il est encore debout depuis 1830. Monsieur Pralin, dans la tête là, je ne sais pas une maison qui est encore debout depuis 1830. Même les églises, c'est du 1856 quand même. Alors ça, c'est 20 ans plus vieux, quoi. En 1830. Y a-t-il une date commémorative de l'abolition de l'esclavage ici à Pralin? Ben, en fait, sur les Seychelles. Sur les Seychelles, d'accord. En fait, c'est toutes les colonies britanniques au monde, c'est 1835. C'est un peu avant la France, en fait, qui était, je pense, 42. Mais les Anglais, on l'abolition dans toutes les colonies, c'était 1835. Qui est fait qu'aux Seychelles, du jour au lendemain, les gens sont arrêtés de travailler, quoi. Et alors, l'obligation pour les propriétaires des plantations aussi à importer les Indiens. Parce que les Noirs qui étaient officiellement déclarés comme esclaves, ben, ils étaient protégés. Alors, ils ont arrêté de travailler. Or, malheureusement pour les Indiens maintenant, qui n'étaient pas techniquement des esclaves, ben, ils bossaient comme les esclaves, sans le titre d'être esclaves. Alors, c'est un peu pire pour eux, finalement. Vous voyez? Alors, je reprends la question. Dans les Antilles françaises, nous avons une date, qui est donc le 10 mai. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une date symbolique par rapport à l'histoire que vous venez de me raconter, où il n'y a pas de commémoration de date? Ça reste dans l'histoire, dans les archives. Voilà, ça reste l'histoire commune. Nous n'avons pas une date exacte qui est célébrée. Oui. Mais par contre, aux Seychelles, vous savez, la différence, c'est qu'ici, l'esclavage, il n'est pas trop traité. Je ne sais pas si c'est une sorte d'amnésie que nous avons, si on ne veut pas adresser ce problème, ou à la limite, pour moi, un peu la pragmatique anglaise qui est que nous, on a dit, c'est arrivé, ben, on bouge devant. Voilà. Alors, on part. Il ne faut pas rester sur le truc qui fait des blessures. On est trop petit. Et aussi une chose, vous allez voir qu'aux Seychelles, c'est que nous, on a tout mélangé. Aux Seychelles, il n'y a pas les communautaristes, c'est-à-dire il n'y a pas des blancs qui se marient entre eux, les noirs. Nous, c'est un mix, quoi. On a toutes les races qui sont mélangées. Les Français d'abord, Africains de l'Ouest, Indiens du Sud, un peu d'Anglais, pas beaucoup, une deuxième arrivée d'Africains de l'Est, et puis nous avons les Chinois, qui est les derniers. Et parce que la population était tout petit chez nous, on était obligé de se mélanger. Alors, ça fait... Oui, il y a ce mélange aussi écossais. Écossais. Exactement. Il y a de l'écossais. On va revenir aussi maintenant sur le patchouli. C'était utilisé pourquoi? Parce que là, je sais que dans le parfum, on l'utilise pour l'huile de parfum. Voilà, c'était purement pour les parfums. Il y avait c'était vendu, ça aussi c'était pour l'argent, ça. Pas utilisation locale, exporté, on extrait de l'huile pour les parfums. Comme maintenant, à la limite, la vanille, maintenant, c'est pour ça. On a une petite production Seychelles, mais la vanille, maintenant, c'est utilisé dans les parfums, pas dans l'agroalimentaire. Maintenant, c'est tout du chimique, malheureusement. Michael, tout est authentique, tout est historique, colonial, puisque nous sommes ici, l'ancien hangar des pirates modernes. Pirogues. Ah, c'est des pirogues. Mais comme on a parlé des pirates, oui, moi je suis resté sur... Alors les pirates, donc les pirogues, donc l'ancien hangar des pirogues, donc je reprends. Vous l'avez retravaillé avec du bois? Bien sûr, on a retravaillé. Maintenant c'est un peu le lounge de l'hôtel. Et juste à l'arrière de nous, c'est en fait la grande case qui est le restaurant. Et en parlant des pirates, on voit la baie des Sainte-Anne, qui est une grande baie. Et probablement dans les 18e, même 17e siècle, les bateaux peuvent entrer jusqu'à ici, quoi. Et en parlant des pirates, regarde ce qu'on a découvert en fait sur les propriétés. Ça, en fait, c'est un boulet de canon. Et là, plus intéressant ici, regarde ça.
c'est un ancien, là c'est l'armature en fait d'un ancien pistolet, vous voyez, toute la partie en bois est décomposée, pourrie, mais là on a la partie en fer qui est restée, vous voyez. Ça c'est des objets qu'on a découverts sur les propriétés. Alors si on avait des objets comme ça fait travailler l'esprit quand même, vous voyez. D'ailleurs les pirates ils marchent avec des trucs comme ça de toute façon. Hein. Bonjour à vous et bienvenue sur OM5 TV. Je suis ravie de vous retrouver à la digue. Je vous propose de découvrir ce lieu paradisiaque. À tout de suite. Je suis au Conseil national de l'Office du tourisme de la digue. Venez avec moi. Ici à l'Office du tourisme, on assiste les différents clients avec des infos sur les Seychelles en général. Comme sur mon île la digue, il est la 4e île des Seychelles. Il se situe 43 km de Mahé et 6,5 km de Praslin. Et il a 3000 habitants. Et notre mode de transport sur la digue ici, c'est le vélo, typiquement le vélo. Mais il y a les taxis aussi, les chars à bœufs aussi. C'est traditionnellement le char à bœufs pour nous la digue ici. Et la digue a été découverte en 1768 par un navigateur français, Marion Dufresne, en expédition. Et ici à la digue aussi, il y a les différentes plages. Vous pouvez explorer en vélo. Pendant la journée, vous pouvez découvrir l'île. Sur l'île, il y a un grand supermarché, STC, ou sinon il y a les vendeurs aussi à côté de la route. Comment vous débarquez sur l'île, vous rentrez dans la famille ici. C'est très bien pour nous, on est très contents. Pour les femmes ou les filles, on dit une digoise, ou sinon pour les garçons, pour les hommes, on dit un digois. Typiquement, la digue, ça c'est nous, et il faut toujours dire bonjour sur la route quand on rencontre quelqu'un. Partout où on y va, même à Mahé, à Praslin, le bonjour est toujours là. En Sfourmi, oui, mais si vous montez en haut, au sommet, à Bellevue, il y a une belle vue panoramique là, vous pouvez découvrir l'île en entière là, il y a une belle vue panoramique. Sur l'île, il n'y a pas de golf, mais il y a un casino, un petit casino. Il y a des activités aussi à l'hôtel le soir, des danses comme ça, de la musique. Ou sinon, il y a pas vraiment une discothèque, mais un petit restaurant, le Tarosa à côté, le vendredi soir et le samedi soir, où on peut s'amuser avec le disco. Il peut aller sur le site www.seychellesladigue.com. Il peut avoir toutes les infos. La rencontre avec des touristes de Maurice. De l'Australie. De l'Australie et de Maurice. Mais, né à Maurice. Oui. Vous êtes en vacances? En vacances ici à Seychelles avec mon mari qui vient des parents séchellois. Moi, je suis née ici à la digue. Mais, vous êtes une digoise. J'ai quitté ici à l'âge de 16 ans. J'habite en Floride, mais je viens visiter. Ça, c'est mon frère. Oui. Et vous venez visiter régulièrement chez vous, puisque vous êtes née ici? Mes parents, c'est ma soeur, elle est un peu timide. Oui. J'ai une soeur et j'ai 7 frères. C'est toujours un plaisir pour vous de revenir chez vous? Toujours, j'aime beaucoup ici, j'aime mes amis, j'embrasse tout, tout le temps. C'est bien, très très bien. Et depuis quand vous êtes là en vacances à la Guy? Juste pour une semaine, parce que nous venons de l'île Maurice, passer quelques jours à l'île Maurice et puis ici. Et puis on repart demain. Miam, miam. Quel souvenir que vous gardez de la digue? De la digue, la mer, les poissons, les bateaux, les îles. Oui. I like bateau very much. Yeah. Yes, oui. Vous avez fait de la plongée? Plongée, les tortues. Oh. Oui. Et c'est un peu comme si on est, parce que nous en Australie on est dans le nord, à Cairns, donc c'est un peu pareil sur le reef. Oui, d'accord. Oui. Sœurs jumelles, comme on dit. Ouais, très bien. Alors et vous, donc vous restez combien de temps chez vous à la digue? Samedi qui vient. Ça y est. Je suis toujours, comment est-ce qu'on dit?
Triste, toujours triste. Mais je vais retourner encore l'année prochaine. Avez-vous trouvé qu'il y a du changement depuis que vous êtes... Qu'est-ce qui a changé? Il y a trop de bâtiments, il y a trop de voitures. Oui, il n'y a plus beaucoup de voitures. Je vois que les gens roulent char à bœuf, vélo aussi. Oui. Mais taxi. Le taxi, oui. Mais c'est mieux pour marcher, pour faire la jet là, hein, parce que moi je mange beaucoup, moi. Hein? Ah, mais j'aime mon pays, mon petit île de la Digue, j'aime beaucoup. Wow. Je manque beaucoup, je pleure parfois quand je suis en Floride, aux États-Unis, je manque beaucoup mes parents. Mais je suis toujours content de venir visiter. Hein? Voilà, donc retour aux sources, retour au pays. Merci à vous tous les trois pour cet échange de la guide. Touban, Jean de Martinique. Oui. Salut à vous tous. Salut à tout le monde. Au revoir. Thank you. Merci à vous. Voilà, beaucoup d'enthousiasme pour ces touristes qui nous viennent à la fois de la Réunion, de l'île Maurice, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Alors, revenir aux sources de chez soi, ça fait plaisir. Je suis chez Marston, café-bar-restaurant avec Medley Adrienne. Bonjour à vous, Medley Adrienne. Vous êtes donc la gérante de chez Marston. Qu'est-ce qu'on trouve chez Marston? Qu'est-ce qu'on mange? Ah, ici, c'est typiquement créole, madame. Oui, on avait des poissons, comme on fait des poissons créoles, typiquement créoles, des poissons grillés, de filets poissons coco. De filets poissons qu'on met la sauce créole aussi. Tout est typiquement créole. Alors Medley Adrienne, depuis quand existe ce lieu à la Digue? Ici chez Marston, quand je suis née, c'était existé, mais c'est pas comme vous voyez là, mais c'était un peu petit. Mais là, c'était grandir. D'accord. Donc vous êtes sur plusieurs salles. Là, la grande salle où nous sommes, chez Marston. De l'autre côté, c'est Orki. Qu'est-ce qu'on propose? C'est orchidée ou orchi? Non, madame. Comme vous voyez là, ici, c'est des restaurants on avait là. Si le client veut manger là, ou s'il se veut en derrière. Mais orchide, c'est une seule catégorie aussi. C'est la chambre. Ah, c'est une chambre. Oui. Oui. De l'autre côté, il y a aussi un salon, un salon de lecture, un salon pour la pause de thé, pour le 4 heures, c'est ça? Voilà, ici c'est le salon pour tous. Si vous voulez avec le café, le thé, espresso, et l'après-midi, et tout ça. On repose un petit peu là. Oui, un moment de détente. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au menu? Qu'est-ce que vous nous proposez régulièrement? Pour le menhir, si vous voulez le poisson, je propose un beau poisson grillé ou un beau poisson filet coco. Voilà. Mais encore, au niveau de la garniture, on avait aussi des seafood. Seafood, c'est le poisson avec le cinder, on dit. On avait de octopus, de poulpe, on dit poulpe en français, ou poulpe de caripoulpe. C'est typiquement créole, tout ça. Donc, tout est authentique chez Marston. Les légumes, c'est des légumes pays où on trouve un peu traditionnels, c'est-à-dire du riz, des pâtes, les choses qu'on a l'habitude. Oui, tout ça. Tout ce que vous avez dit ici, on avait tous des fruits, des légumes qu'on plantait localement. Et tout est ici, on avait pour les salades. Qu'est-ce qui est important pour vous lorsque vous recevez les touristes? Pour moi, le touriste, c'est le plus important, c'est de le faire venir pour manger de manière typiquement créole. Oui, toujours le proposant de poulpe. Comment on prépare ça? On tire, on prépare avec du coco. C'est ça. Le coco, comme les Seychellois aiment bien, le caripoule. Voilà, il a toujours demandé comment on prépare ça. On le tire, on prépare avec des cocos, on fait râper le coco et après on avait de l'eau coco là et on met du masala là-dedans, parfois un peu de safran, comme ça, un petit peu piment, pas beaucoup et avec on met avec du curry pilé,
qu'on dit, et avec aussi, comment on appelle ça, de caripilé, j'ai tout oublié le nom là, de cannelle, voilà. C'est ça qu'on dit, caripé le cannelle, c'est le goût, l'odeur. Parfait. Vous avez une vue plongeante sur la mer, n'est-ce pas? Ça, par contre, ça fait plaisir aussi, c'est agréable. Oui, oui, aussi tout ça, de excursion, pour le client voir le petit torture, le poisson et les îles aussi, pour faire apprendre la couleur, pour regarder, parce qu'il y avait de la mer, il y avait de gentilles petites tortues, tout ça. Quelle est la vue? Quelle est cette mer que nous voyons là au loin? Là, on voyait un pralin. Ah, c'est pralin qu'on voit. Oui, c'est pralin là. Vous voyez la mer, c'est très beau là. Le temps est très beau là. Voilà. Eh bien, je suis avec Tessa. Bonjour Tessa. Bonjour. Alors là, on vient de voir Victor. Hein. Il travaille tous les jours, Victor. Il fait la fabrication du coco et vous vendez vous-même. On trouve le coco fabriqué par Victor. Alors, vous avez différentes gammes au niveau présentation de l'huile de coco. Comme Victor est juste à côté, et ici, on a les produits de coco. C'est vendu ici en différentes tailles de bouteilles. Par contre, le coco, on utilise beaucoup comme l'huile de massage pour la peau, mais c'est mieux après le soleil, c'est pour hydrater la peau. On sert aussi dans les cheveux, mais on fait l'application avant les shampoings. C'est tout après une journée au soleil, dans la mer, on fait l'application de l'huile de coco avant d'aller dans la mer, et puis le soir, on fait les shampoings. Très médicinal, par contre, dans toutes les maisons séchelloises, on trouve une bouteille à l'huile de coco. Ma grand-mère, elle sert toujours l'huile de coco comme huile de massage pour les rhumatismes. Elle fait chauffer un tout petit peu avec une bougie, elle se massage et là, ça aide la circulation. Mais par contre, l'huile de coco, on utilise aussi pour cuisiner. Auparavant, c'était l'huile principale de la cuisine, mais avec l'introduction de différentes huiles importées, alors les gens n'utilisent pas beaucoup. Mais il y a des maisons qui servent toujours l'huile de coco. Ça, c'est le magasin qu'on appelle le Creole Art Collection, parce que c'est un peu tout fabriqué ici même. Mais ici, on fabrique différentes couleurs de savon et aussi c'est en différents parfums. C'est l'huile essentielle, végétale. Et on a la vanille, coco, frangipane, citronnelle, un peu de tout. Ici, on a un peu toutes les épices qu'on sert dans la cuisine séchelloise. C'est inclus aussi la cannelle. Et du 4 épices, c'est très renommé. Les feuilles 4 épices, on trouve beaucoup à Pralin. Et ici, on a aussi en vente. Par contre, aux Seychelles, on a beaucoup des artisanats locaux, mais il y a aussi des artisanales qui c'est fabriqué aux Seychelles, mais aussi par des Malgaches. Parce qu'il y a beaucoup de Malgaches qui habitent aux Seychelles. Alors, pour avoir un peu de sous à la main, il fait des petits travails traditionnels malgaches, mais c'est fabriqué aux Seychelles. Alors. Ici, sur l'étagère, on a toutes les épices qu'on utilise dans la cuisine séchelloise. On a la muscade, on a beaucoup ici à la digue. On a la poudre de curry. On a aussi la cannelle en Écosse. On a aussi en poudre. Ça, c'est du 4 épices. Les 4 épices, c'est 4 différentes épices dans une seule feuille. Comme je vous ai dit, on trouve beaucoup à Pralin. Puis ici, on a du poivre, des gousses de girofle, du 4 épices en poudre, comme on a en feuille. On a le curry. Le curry qu'on a ici, c'est différent. On a les forts, les moins forts et aussi avec de l'ail. Les forts, ça pique beaucoup. On a aussi du safran qu'on nous, aux Seychelles, on appelle du safran, mais en vrai nom, c'est le coucoumin. On sert beaucoup dans du riz pour faire des pilaos. On ajoute dans le curry pour avoir un tout petit peu plus de pâte avec le curry pour que ça tienne bien. La poudre de vanille, comme nous sommes dans une plantation de vanille ici à la digue, alors on vend beaucoup de la vanille. On a la poudre, on a les extraits et aussi on a les gousses de vanille.
Voilà les savons de Coco Fess. On a différents parfums. On a la vanille, coco, cannelle, citronnelle, ylang-ylang et aussi les clémentines.